Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Kamel sans filtre. Avant de commencer, un immense merci à vous. Le podcast approche désormais les 10 000 abonnés. Merci pour votre fidélité, vos messages et vos retours. Aujourd'hui, je reçois Bouchra Kida, managing partner chez UFO Carré Consulting. Une femme au parcours particulièrement inspirant, passée de l'ingénierie en chimie des matériaux à l'univers de la tech. Mais surtout, quelqu'un qui a construit son parcours en dehors des chemins tout tracés. Avec des prises de risques, des remises en question et une vraie capacité à avancer malgré la pression. Dans cet épisode, on parle de leadership, de légitimité, de résilience, de confiance en soi, de carrière, d'équilibre personnel, mais aussi de la place des femmes dans la tech. Un échange très humain, sincère, sans langue de bois, avec beaucoup de recul, d'expérience et de vérité dans lesquelles beaucoup de personnes vont probablement se reconnaître. Je vous laisse découvrir cet échange. Et comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Bonne écoute à tous. Where sustainability and social welfare are at the core of our concerns, where technological lead. Bonjour Bouchra. Bonjour Kamel. Comment ça va ? Ça va bien ? Écoute, ravi de t'accueillir dans ce Kamel sans filtre. Merci de me recevoir. Est-ce que tu connais la règle du Kamel sans filtre ? La règle, laquelle ? De la carte Joker. Celle du Joker. Exactement. Donc je vais te poser une série de questions, parmi lesquelles il y en a une, mais qu'une seule, auxquelles tu pourras ne pas répondre en sortant cette carte Joker. Ça va pour toi ? Très bien. On va commencer en douceur. Joker. Voilà. Donc Bouchra, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais décrire qui tu es, ton parcours professionnel, ton parcours universitaire ? Mon parcours universitaire, commençons par celui-là. Oui. Donc effectivement, moi je suis diplômée d'une école d'ingénieur en chimie des matériaux à Lyon. Aujourd'hui, ça s'appelle Polytech Lyon. Ça portait un autre nom il y a quelques années. Je crois que j'ai vu un de tes interviewés qui était passé par là aussi. Okay. Laurent Couturier, je crois. Ah, Laurent Couturier a fait Polytech Lyon, ok. Ouais. Donc oui, une école de chimie des matériaux. Suite à ça, j'ai fait un stage en électronique. Qui n'a rien à voir ? Pas tout à fait, c'était lié. Alors la chimie des matériaux, c'est pas de la chimie organique, c'est un peu différent et c'est plutôt lié à la résistance des matériaux, à la réflexion du matériau. On est plus sur quelque chose d'un peu physique. D'ailleurs, on appelle ça aussi de la physique-chimie. Et donc dans le cadre de ce stage, j'avais pour mission de paramétrer ou de configurer une machine qui était censée mesurer justement la réflexion de certaines matières, et ça s'appelait un radioréflectomètre. Okay. Voilà. Et un gonioréflectomètre. Ça date un peu maintenant. C'était déjà très technique. Hein. C'était déjà très technique. Je dirais pas que c'était très technique, c'était déjà un apprentissage. C'était déjà nouveau. C'est-à-dire, on sort de l'école, on a un diplôme, on ne sait pas trop vers quoi ça va nous amener. Et là, c'est une première expérience professionnelle. C'était à Lyon ? C'était à Grenoble. À Grenoble. Ouais. Et je m'en souviens parce que j'avais complètement déréglé la machine. Et l'expert technique m'avait dit « Ah, si tu la dérègles, je ne t'aiderai pas, tant pis pour toi. » Et je lui ai dit « C'est pas grave. » Pleine d'assurance déjà, tu vois. Et j'avais... Bien sûr, j'avais complètement déréglé la machine et je suis retournée le voir un peu... Mais il t'a aidé. C'est ça. La tête basse en lui disant « Excuse-moi, j'ai un peu déréglé la machine. » Et gentiment, il m'avait aidé à la régler. Ça, c'est ton stage le plus marquant ? C'est ma première expérience dans le monde professionnel. Et c'était la première fois que je mettais un peu... comment dire, mes certitudes en question. Okay. On sort de l'école, on est plein de certitudes, on sait faire, on a tout compris. Voilà. Et là, c'était la première fois que je remettais ces premiers éléments en question. C'est important parce que c'est un peu... Tout le reste de ma carrière et de mon histoire est basé sur cette remise en question permanente et cet apprentissage. Donc voilà, donc tu fais ce stage. Je fais ce stage. Je finis ce stage.
Voilà, je suis diplômée et là, je me retrouve sur le marché de l'emploi. Sauf que j'étais pas vraiment prête, je pense, à ce moment-là. Et j'avais des amis qui étaient partis, eux, faire leur stage aux États-Unis et qui me disent « Bouchra, pourquoi est-ce que tu viendrais pas ?» Donc là, j'y vais une première fois, je tâte un peu le terrain et je vais à l'ambassade avec eux, qui avaient des contacts. Et là, quelqu'un me dit « Pourquoi est-ce que tu ferais pas un VIE ?» Via l'ambassade. Et donc, du coup, je contacte un des labos dans lequel mes anciens camarades de classe travaillaient. J'ai un échange avec un des doctorants et qui me dit pourquoi pas, est-ce que tu veux venir faire un stage voilà. Donc, c'était pas vraiment un stage, c'était une première expérience professionnelle, mais c'était ce qu'on appelait à l'époque les J1, je crois qu'il y en a encore, ces programmes d'échange avec des labos. C'est là que je suis partie aux États-Unis. Et j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche et développement en chimie pendant à peu près 3 ans, où le sujet d'étude, c'était la dégradation des carrosseries de peinture. Ok. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, j'ai plutôt découvert la vie aux États-Unis, la vie dans un labo de recherche qui était somme toute sympathique, mais voilà. L'apprentissage était plutôt humain plus qu'en termes de compétences. Quoique... tu sais maintenant comment se dégrade une peinture dans une carrosserie. Ouais, je crois que j'ai oublié. Okay. Mais ce que j'y ai appris, c'est surtout comment automatiser des choses. Donc là, j'ai rencontré un ancien... Il était à la retraite, un Anglais... qui travaillait dans ce labo, qui était déjà à la retraite et qui avait envie de transmettre. Pardon. Et là, il me propose de l'accompagner dans son projet, au lieu de tous les jours regarder le fichier Excel avec les valeurs qu'on avait récupérées. Il me propose de construire un outil. Voilà, lui, il avait déjà commencé dans une techno un peu vieillotte à l'époque. C'était du Delphi. Et il me propose de l'aider. Voilà. Je pense que mon accent français l'intriguait. Et c'est comme ça que j'ai appris et l'anglais, parce que quand tu fais tes études en France, l'anglais, c'est pas non plus un des piliers de l'éducation, à l'époque en tout cas, et que j'ai appris à coder. Les premières lignes de code, très simples. Donc après ton master, tu codes, mais des années après, quoi. Ouais, après des années, c'était 2-3 ans, quoi. Et tu codes en Delphi, c'est ça ? Ouais, je codais en Delphi. Donc, je fais cet échange pendant 3 ans. Après, pour des raisons personnelles, je décide de rentrer en France. Et là, rebelote, je me retrouve sur le marché de l'emploi. Sauf que j'avais... Les réseaux personnels, c'est ton futur mari ? Non, pas encore. Okay. Bien plus tard. Non. Je te pose pas la question. C'est personnel. Oui, c'était d'autres aspirations. D'autres aspirations. Puis la famille est loin à ce moment-là. Voilà, tu veux te rapprocher, tu sais pas trop. Tu as fait 3 ans. Tu sais, tu arrives à un cap un peu où tu te poses la question de... On était dans une vie un peu facile. Tu sais, on était une communauté de Français, un peu en mode expat. C'est dans quelle ville Washington, DC. Washington, ouais. Une vie un peu facile, un peu... Hors du temps. Hors du temps, exactement. Puis au bout d'un moment, tu te poses une question, tu vois, t'apprends plus vraiment, t'es dans une routine, voilà, et tu te dis, bon, what next ? Donc je suis rentrée, je me suis retrouvée sur le marché de l'emploi avec un profil pas facile à décrire. Tu vois, un master en chimie des matériaux, une expérience dans un labo de recherche entre la recherche et développement et un peu de code. Mais je reviens aussi avec un réseau, tu vois, que j'avais construit là-bas, des collègues avec qui j'avais pu travailler ou dans cette communauté. Et là, mes camarades me proposent de me coopter dans son cabinet de conseil en IT à ce moment-là,
Donc, Alors que mis à part le coding, tu n'avais pas forcément fait d'IT. J'avais pas fait d'IT, j'avais pas fait de conseil. Voilà. J'avais le sentiment un peu de sortir de l'école. Okay. Tu vois, 3 ans, une parenthèse, mais tu reviens sur le marché, tu as l'impression d'être en concurrence avec ceux qui sortent de l'école un peu. Et là, je rencontre cette structure qui... Alors, c'est la petite anecdote, je me dois de le dire, qui me dit « Vous parlez très bien français ». Tu vois ? Et je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, je réagis pas. Et qui me propose du coup de les accompagner dans leur projet, mais plus en front. Okay. Alors en front client, tu vois. Donc j'intègre un projet à l'époque au forfait. On me fait travailler un petit peu sur de la base de données, un petit peu sur des lignes de code, un peu sur du debug, un peu comme une junior qui démarre dans ces métiers-là, un peu sur du test. Et on me met très vite en face d'un client pour essayer de comprendre ce qu'il voudrait qu'on fasse et que j'essaye de le transcrire justement à destination des équipes techniques. Et tu t'en sors bien, ça va ? Alors j'apprends, j'essaye de comprendre, mais je pense que oui, j'arrive plus facilement ou très facilement à me mettre à la place du client et de me dire, moi qui ne suis pas de ce domaine-là à la base, si je devais utiliser un outil, comment je l'utiliserais ? Mais c'est un peu du bluff parce que on propose quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine et qui arrive et qui est... Enfin, je sais pas, hein, je me pose la question. Tu sais, à l'époque... Tu te sentais à l'aise ou pas ? Quand on se dit à l'époque, ça fait un peu... ça me rajeunit pas. Mais il n'y avait pas de formation pour ces métiers-là, tu vois. Donc, on a tous appris c'est quoi, sur le c'était plutôt tas. business analyst Oui, exactement. C'était ça. Okay. Mais c'était un business analyst plus. Je faisais, tu vois, un peu DBA, un peu bug fix, un peu, voilà, touche à tout. Tu mets ton nez dans le... Et on n'avait pas ChatGPT à l'époque. Ouais. On en parlera après de ChatGPT. On ne posait pas les questions, oui. Ça a bien changé. Mais voilà, bon, du bluff. Ouais. Donc l'anecdote continue alors. Donc tu parlais très bien français. Ouais, je parlais très bien français. Ça m'avait un peu déstabilisée, tu vois. Mais c'est pareil, ça c'est une question qu'on pourra poser tout au fil de mon parcours. T'as toujours cette question que tu te poses, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais l'anecdote, c'est plutôt que moi, je l'avais interprétée d'une certaine manière, tu vois. Et que son interprétation à lui, c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup dans son équipe. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de techniciens à l'époque. Mais c'est ça l'anecdote, c'est que moi, je l'ai interprété. Et ça aussi, ça fait partie de mes apprentissages, tu vois, faire attention à l'interprétation. Exactement. Voilà. Et que du coup, c'est vrai que son ambition ou son souhait, c'était que je puisse transcrire. C'est-à-dire... Lui, il pensait que... Toi, tu pensais que c'était parce que... par les origines, ou par ton nom et tout ça. Exactement. Alors qu'en fait, lui, il était même très content parce qu'il te disait ça juste. Tiens, tu parles français, entre guillemets, c'est super parce que mes gens, en fait, ne parlent pas très bien français et tu vas pouvoir... Ne parlent pas très bien français. Alors, j'irai pas jusque-là, mais qu'en tout cas, il voulait me mettre sur une position dans laquelle j'allais devoir écrire, rédiger, communiquer avec ses clients. Comme quoi, des fois, il ne faut pas prendre les choses... Exactement. L'interprétation. Tout à fait. Donc voilà, je vais avancer un peu plus vite sur la suite, mais voilà, ça c'est mes débuts dans le conseil. Okay. C'est ce qui m'a permis de rentrer dans ce domaine-là et ensuite de démarrer sur une fonction de junior, de débutante. À Paris ? À Paris, absolument. Ok, combien de temps ? À Paris ? Oui. 10 ans, un peu plus de 10 ans. Ok. Ouais. Et après, tu es venu au Luxembourg. Et après, je suis venue au Luxembourg. Comment tu es venu au Luxembourg ? Alors, comment je suis venue au Luxembourg ? Pendant ces 10 ans, donc, j'ai commencé sur cette mission de business analyst. J'ai progressé sur des métiers de project management, programme, direction. Et puis, il y a un groupe français qui, à l'époque, n'était pas encore un très grand groupe, qui m'a accueilli en son sein et qui m'a aidé à poursuivre ce développement, cette croissance, cet apprentissage, et avec qui j'ai pris en charge d'abord des équipes, puis une business unit, et qui, à un moment donné de mon souhait d'évolution, m'a proposé de venir avec eux au Luxembourg
pour laquelle le Luxembourg était encore une petite structure. C'était le groupe Talent ? C'était le groupe Talent. C'est plutôt tunisien d'origine et groupe français ? Non, c'est un groupe... alors, c'est une entité française avec effectivement une entité tunisienne très forte, une identité tunisienne très forte. Mais non, ça a été construit, fondé par 3 fondateurs. Et donc, c'était une assez belle alchimie et une belle histoire. C'est une belle success story, ce groupe-là. C'est une très belle success story. Ouais. Ouais. Ok, donc Talent, tu gères une business unit au Luxembourg. Je gère... alors j'arrive, il y a déjà quelqu'un, j'arrive pour redynamiser un petit peu, pour voir ce qu'on pourrait en faire, pour essayer de relancer un petit peu. Il y avait une réorganisation déjà au niveau du groupe. Le Luxembourg avait rejoint l'organisation internationale, alors que jusque-là, il était plutôt piloté par la France. Donc, la réorganisation du groupe avait créé cette entité internationale. Et c'est avec ce directeur de l'international que je suis venue à Luxembourg pour redynamiser un peu. Je suis claire ou... Oui, c'est très clair. Non, c'est parfait. C'est parfait. Ouais. Donc, après Talent, donc... UFO Carré, c'est ça, directement ? Après Talent, absolument. Après Talent, UFO Carré. Donc Talent m'a apporté beaucoup, m'a appris beaucoup. Et à un moment, j'avais le sentiment de plus apporter. Et il était temps pour moi aussi de construire tu deviens ma propre entrepreneur. Histoire. Je deviens entrepreneur, oui, c'est l'opportunité qu'il a voulu. À un moment, je choisis de partir et j'ai la chance d'être accompagnée à ce moment-là par 2 personnes qui m'avaient rejoint dans Talent et qui me disent « Bouchra, si tu pars, on part avec toi et on essaye de construire quelque chose. » Et donc là, j'ai dit « Allons-y ». Et donc, tu as créé UFO Carré et... Donc, on a créé UFO Carré. Vous avez créé UFO Carré. Seul, ouais. Et donc, quel est le purpose, en fait ? Qu'est-ce que vous proposez ? Quel est en fait l'objectif du Faux Carré ? Alors, l'objectif du Faux Carré, quand on l'a créé, c'était pour pouvoir construire une structure, une boîte un peu à notre image. D'accord ? On avait l'impression un peu d'être des ovnis. Alors, donc, UFO vient de là ? Alors, c'était un jeu de mots, on y reviendra, mais UFO, ça veut dire Understand, Facilitate, Organize and Operate. Okay. Mais oui, le UFO, on l'aimait bien parce que pour nous, il avait cette double interprétation. Et quand on l'a créé, on avait envie que ça nous ressemble. Comme le Camel sans filtre, même si je fume pas. Et j'ai jamais fumé de ma vie. C'est ça. Voilà, parfait. Ok, donc vous avez décidé de créer en fait une boîte de consulting à votre image, avec ce qui vous ressemblait, avec sûrement certaines valeurs. Et je sais que par exemple, ce qui te tient à cœur, toi en tout cas, dans ton équipe, je dirais pas ça à tout le monde, j'en sais rien. Non, mais je fais juste que la partie sustainability, green IT, c'est quelque chose que tu pousses beaucoup. Oui, mais alors je la pousse, mais toute l'équipe la pousse. Oui. Mais ça veut dire quoi ? On la pousse et déjà, on l'a intégrée. Elle est assez native dans notre façon d'être, dans notre façon de collaborer entre nous et dans la façon de penser nos projets. Donc, on pilote des projets, on accompagne nos clients sur différentes transformations. On n'attend pas que le client nous demande « faites-nous un projet sustainable ». On sait que de toute façon, ça ne s'entend plus. Ce n'est plus une priorité pour nos clients, en tout cas aujourd'hui, mais pour nous, ça l'est. Et donc, du coup, dans tous nos projets, c'est une composante intégrée d'office. C'est quoi pour toi le Green IT ? Si tu veux donner une définition. Alors, pour moi, le Green IT, c'est comment mettre en place des solutions ou gérer une DSI ou tout un système d'information de la manière la plus sobre énergétiquement parlant, déjà. Tu vois. Donc, c'est dans nos conceptions, c'est comment est-ce qu'on réfléchit nos conceptions, c'est comment est-ce que ou à quelle fréquence on renouvelle notre parc informatique, c'est comment est-ce qu'on renouvelle notre parc de véhicules, par exemple. Aujourd'hui, on est quasiment full électrique chez UFO. Donc, tu vois, le green, pour nous, c'est
partie prenante dans notre quotidien, que ce soit dans la vie de l'organisation, des équipes ou... Tu l'as un peu dit rapidement, mais c'est plus une priorité, j'ai l'impression. Alors, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, c'était vraiment... Et là, maintenant, plus personne ne parle de Green IT, de Sustainability, etc. Oui. Pourquoi selon toi? C'est une bonne question. C'est plutôt politique? C'est plutôt économique, je pense. Tu vois? Les gens ont l'impression que le green, ça coûte de l'argent? Les gens ont l'impression qu'il faut faire de l'argent d'abord. Tu vois? Et que le green, c'est bien, mais ça viendra après. Oui, bien sûr, c'est important. Ça, tout le monde s'accorde à le dire. De l'intégrer dans les priorités. Alors, peut-être qu'on ne le comprend pas aussi forcément très bien. Peut-être que... Aujourd'hui, les boards, les COMEX mettent le focus sur l'IA, sur la rentabilité des entreprises et sur ce qui peut les faire exister, mais toujours avec un but tu vois, de croissance économique. Et qu'on a tendance, peut-être, alors je m'avance, mais sur ceux qu'on a rencontrés, de se dire qu'effectivement, le green peut avoir un coût, qu'on n'est pas prêt, qu'on n'arrive pas forcément à mesurer aujourd'hui et qu'on n'est pas prêt à investir tout de suite. Mais ça fait partie des plans de tout le monde. Justement, tu as parlé de l'IA rapidement. L'IA, aujourd'hui, ça change tout, j'ai l'impression. Comment vous vous positionnez? Déjà, comment toi, tu te positionnes personnellement par rapport à l'IA? Comment ta société se positionne par rapport à l'IA? Et, troisième question, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a un gros problème futur au niveau énergie, au niveau sustainability, au niveau green, avec toute cette surconsommation qui arrive et qu'on voit? Vu que tu es dans le domaine aussi green, comment toi tu arrives à condenser, consolider toutes ces problématiques en même temps? Alors, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais fait une conférence à Nexus, pas le dernier, celui d'avant, justement sur l'IA et ses usages. D'accord ? Je gère une boîte d'IT et d'organisation. Je ne vais pas dire que l'IA, c'est trop chronophage, tu vois, c'est trop énergivore, on ne peut pas y aller, soyons pas trop dramatiques. C'est comme tout, c'est comme pour... quelle que soit la solution, il faut qu'elle soit adaptée à son usage. L'IA, on fait partie. L'IA, pour nous, c'est une technologie comme une autre. D'accord ? Elle fait partie de nos solutions, elle fait partie intégrante de notre mode d'implémentation, de proposition de solutions pour nos clients, mais elle n'est pas systématique non plus. Tu vois ? C'est une technologie qui est énergivore par certains aspects quand elle fait appel à des entraînements sur tu vois, des banques de données trop importantes. Je ne suis pas l'experte. Moi, je porte plutôt... l'envie, la vision, tu vois, le projet de rendre notre organisation, nos projets sustainable. Heureusement, je suis accompagnée par des experts qui se feront une joie d'expliquer tous ces éléments-là de manière plus poussée. Mais quand on accompagne nos clients et qu'on fait des propositions de solutions, comme toi, tu fais des propositions tu vois, de projets de communication, par exemple, on intègre cette notion-là selon les usages. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont nous dire « je veux de l'IA ». Okay ? On va leur dire « ok, pourquoi faire ?» Voilà. Quelle va être la valeur ajoutée ? Okay ? Si on en voit une de valeur ajoutée, alors on va effectivement recommander cette option, on va pousser cette solution et on va la mesurer, on va alors calculer son ROI. Mon expert me dirait Bouchra, c'est très compliqué de calculer un ROI sur l'IA, tu vois, mais on va quand même essayer de se dire est-ce que ça vaut le coup de mettre de l'IA sur cette solution au regard du nombre d'appels que ça va générer, au vu de la consommation, du coût, hein, c'est un coût aussi économique si on fait appel à des plateformes, tu vois, de cloud où tu payes à la consommation des données. Donc, on va faire cette étude-là avant de proposer une solution ou avant de recommander. Parfois, on leur a dit, peut-être que là, l'IA n'a pas forcément son sens. Peut-être que juste une automatisation pour simplifier le process, ce serait plus pertinent.
J'ai répondu à ta question. C'est très bien, c'était exactement ça. Maintenant, si je revenais un peu en arrière, parce que tu as parlé de ton parcours, etc., pour te connaître un peu plus, avant ça, tu as fait un job d'été, tu as déjà fait des jobs étudiants quand tu étais jeune? Oui, j'ai fait plein de jobs étudiants. Je travaillais même, je me souviens, quand c'était les stages, tu sais, les stages d'étudiants, les stages de première année, les stages de deuxième année. Mes camarades faisaient des stages de découverte et moi, j'allais travailler à l'usine. Mais pour reprendre, mon premier job d'été, c'était en tant qu'animatrice dans un centre aéré. Dans un centre aéré, merci, effectivement, qui se trouvait mais juste en face de chez moi. C'est-à-dire que c'était avec les enfants du quartier. J'avais juste atteint l'âge qui pouvait les encadrer. 16 ans, un truc comme ça. Ouais, exactement. Ils avaient quel âge? Ils avaient entre, je crois, 7 et 10 ans. Voilà, c'était jusqu'à l'école primaire. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. J'ai juste réalisé que c'était pas pour moi, quoi. Tu vois, l'animation, les enfants, la patience. Je crois que je manquais déjà beaucoup de patience. J'avais besoin d'aller plus vite, peut-être. Et la patience, t'as appris à en avoir plus, là, ou... Ah bah, je te dis, moi, ma vie, c'est que des remises en question, que des apprentissages. Pour te parler de patience, c'est-à-dire que mon job d'été suivant, donc j'ai intégré une usine de plasturgie. Et le job, tu sais ce que c'était? Je travaillais sur une grosse injecteuse, une presse, exactement, une presse plastique où je devais attendre que la pièce tombe, ouvrir la porte, sortir la pièce, la ranger dans un carton. Et il y en avait combien? Alors là, et je me fixais des challenges. Tu vois, je me disais, tu vois, donc je me disais, est-ce que je peux faire plus que tant de pièces? Est-ce que je peux faire scotcher les cartons en avance? Tu vois, c'était trop long pour moi, j'avais pas la patience d'attendre. Et tu parlais de déclic, c'est là que je me suis dit, jamais de la vie, quoi. Je veux pas faire travailler à la chaîne. Je peux pas travailler à la chaîne toute ma vie. Alors que je voyais, pareil, des camarades qui avaient mon âge à l'époque et qui se disaient super, je me fais mon chèque, tu vois, et on gagnait plutôt bien. À l'époque, on faisait de l'intérim. Et moi, je me suis dit non, ça, je peux pas passer toute ma vie à faire ça. Et tu as fait quoi de ton premier salaire? T'en faisais quoi de ton salaire? Donc les premiers salaires, j'étais encore étudiante. Ton premier salaire, t'en as fait quoi? En sortant de l'usine? En sortant de l'usine, je l'ai mis à la banque. Ah, ok. Ouais. Tu étais déjà en mode... Ouais, j'étais déjà en mode... économie. En mode, l'année va être longue. Ok. Tu sais, je suis issue d'une famille relativement modeste, on a bien vécu, mais... Et oui, donc, mon premier salaire, effectivement, en tout cas celui de mes jobs d'été... Et celui du stage? Et celui du stage... C'était pas bien payé. Animateur, c'est une catastrophe. Ah non, celui-là... Je sais, je l'ai fait. Oui, pareil, je pense que... Banque aussi. Ouais. Est-ce que tu as des provisionnais déjà. Est-ce que tu n'avais pas des passions? Tu t'es pas dit... tu t'es pas acheté un truc où tu t'es dit, waouh, avec cet argent-là, je sais pas, je pars en voyage? Non, j'avais pas l'âge de partir en voyage toute seule. Ouais. Et c'était pas encore, j'étais pas encore suffisamment indépendante, je pense. Et là maintenant, quelques années après, quand tu te revois quelques années après, est-ce que tu es contente du parcours que tu as fait? Est-ce que tu es contente d'avoir fait ces choses-là? Parce que ça t'a appris beaucoup de choses. Ah mais à chacune de mes étapes, à chacune de mes expériences de vie, ce que je te disais, depuis mon stage... mon tout premier stage de fin d'études à Grenoble, même sur ces expériences d'été, à chaque fois j'ai appris quelque chose, et sur moi et sur mon environnement. Et une chose importante, c'est que c'est d'abord des relations humaines qui te font progresser et qui te créent tes nouvelles opportunités, qui te font grandir et qui t'aident à te développer. À quoi ressemble le quotidien de Bouchra?
Alors, le quotidien de Bouchra, c'est le quotidien d'une chef d'entreprise. Maman aussi. Et maman, ouais. Ouais, tu les déposes à l'école et ensuite tu vas bosser. Non, je les dépose pas à l'école. C'est pas toi. Non. Tu vas les récupérer le soir. Non. Même pas. Ok. Moi, je connais beaucoup. C'est les papas qui déposent. Ouais. Non, et les mamans les récupèrent le soir. J'ai de la chance d'être très bien accompagnée. Ok. Mais ça, c'est un vrai point aussi. L'investissement professionnel ne peut être possible, effectivement, dans la mesure où on crée une entreprise, que si on est bien secondé. Sinon, ça devient vite très difficile à vivre. Ouais, donc en fait, tu te lèves et tu pars au boulot. Non, c'est pas ça. Je me lève, j'accompagne mes enfants dans leur réveil. Okay. Tu vois, je m'assure qu'ils aient tout. Oui. Voilà, la charge mentale est là quand même. Est-ce que oui. le sac il est prêt? Est-ce que le sac de foot il est prêt? Est-ce que à quelle heure tu finis aujourd'hui? Est-ce que tu as bien pensé à prendre tes affaires? Ensuite, voilà, Ouais. la famille démarre sa journée et moi je me prépare et je démarre ma journée professionnelle. Sur l'aspect famille, pareil, j'ai la chance de pas avoir à les récupérer. Alors maintenant, la première, elle est grande, elle rentre toute seule. Voilà, on va encore récupérer le dernier. Et je m'occupe du soir. Pareil, donc la famille rentre. Est-ce que la journée s'est bien passée? Est-ce que les devoirs sont faits? C'est toi qui fais les devoirs? Alors, mais je te dis, moi, j'ai une chance de fou. Ils sont très autonomes. Ah, ça va. Okay. Bon, ouais. Ils sont grands. Quel âge? 9 et 13. Ah, ouais, 9 ans, il faut encore les accompagner pour les devoirs. Ouais, mais j'ai pas beaucoup besoin. Ouais, alors, soit ils sont construits aussi avec leur environnement. Hein. Ils font croire qu'ils font leurs devoirs, hein, fais gaffe. Mais je suis après les notes. Ah, okay. Non, on suit, on fait confiance. Okay. Je dis ce que tu as fait tes devoirs. Après, la réponse, tu sais. Mais non, ils sont... Okay. Et donc ça, c'est familial. Maintenant, professionnel. Ça, c'est familial. Professionnel, on fait tout ce qu'il y a à faire. Ouais. Et les journées se ressemblent ou... Rarement. Ils se ressemblent sur une chose, c'est qu'on n'a jamais le temps de tout faire. Et ça se passe comment avec les équipes? Vous êtes combien maintenant chez Faucarré? On est une petite trentaine. Ouais, c'est pas mal déjà. C'est bien. Ça commence à être c'est bien. une belle structure, 30. J'entends beaucoup de personnes qui me disent, j'en ai connu, hein, moi je veux pas dépasser 50 personnes. J'ai pas envie de grandir et 30 c'est un peu la bonne taille, mais des fois c'est un peu entre les deux. Non, c'est pas notre modèle. Ouais. Ton modèle c'est quoi? Nous on vient de grands groupes et donc nous on est sur un modèle qui se veut croissant. Je me fixe pas vraiment de limite. Par contre aussi j'ai appris que la croissance elle se mesurait, c'est-à-dire qu'il faut une croissance mesurée par étapes, tu vois, tu grandis, tu structures, tu grandis, tu structures pour être sûr que tes fondamentaux restent solides. C'est ton côté un peu carré ou un peu moins foufou? C'est mon côté gestionnaire du risque. Ouais. Est-ce que tu es plutôt justement à gestion du risque ou plutôt à prendre des risques? Alors, gestion du risque ne veut pas dire on ne prend pas de risque. Ok. Gestion du risque veut dire on prend des risques mesurés, calculés. Ok. Voilà. Donc toi, tu prends des risques que mesurés et calculés? Je prends des risques, absolument, qui sont mesurés, qui sont calculés et avec des objectifs quantifiés. On est très orienté data. Oui, bah oui. C'est fou. Oui, donc on mesure tout. Tu mesures, etc. C'est pas toujours évident. Hein. Ah bah oui. En marketing, tu fais comment pour mesurer? C'est compliqué pour toi de... Bah oui. Non, mais... Oui, absolument. Tu vois, comment tu fais pour mesurer la visibilité? Enfin, si, ça existe, hein, mais c'est très compliqué de savoir si vous êtes assez connu ou pas. Bah, moi, je le vis tout le temps, quand je dois expliquer à des clients qu'on leur a apporté des choses. Tu le sais, hein, tu es bien passé pour le savoir. Je dis, mais Kamel, mais qu'est-ce que tu nous as apporté? Mais Kamel, appelle-nous, on te dira comment mettre en place tes indicateurs. Est-ce que tu as une réussite professionnelle qui t'a marqué? Tu te dis, waouh, là, c'est un super projet, où tu te dis, on est très content de ce qui a été fait chez un client? Écoute, je suis rarement satisfaite. Ok. Il y a toujours un truc qui te... D'ailleurs, heureusement que mon équipe est là, parce qu'ils n'arrêtent pas de me dire, Bouchra, il faut savoir célébrer. Bah oui. Et j'apprends.
cet aspect-là aussi, parce que je suis toujours sur le prochain challenge. Je suis toujours la next step et on a toujours un projet en cours. Donc celui-là, on l'a fait, c'est bien, on est content. Ouais, mais le suivant est toujours là, on ne l'a pas livré et on est toujours dessus. Quoi. Ça peut être compliqué pour l'équipe, des fois. Ça peut, ça l'est, mais c'est l'intérêt d'être plusieurs, tu vois, de se compléter. Et quand moi, je ne le fais pas, d'autres le font. Est-ce qu'il y a eu un projet ou un truc, tu dis, ouais, on a complètement raté et on aurait dû faire autrement? Alors, oui. Complètement raté. On rate jamais complètement parce qu'on apprend toujours quelque chose, mais... Non, on rate jamais complètement parce qu'on est agile. Tu vois, on rentre... Enfin, ça fait des années et j'imagine plus personne ne le fait. On rentre jamais dans des projets de 2 ans où on se réveille au bout de 2 ans où on se dit on est complètement à côté de la plaque. D'accord ? Et donc, on est complètement agile et ça, c'est pareil, ça fait partie de notre ADN. On est toujours en tu fais, tu vérifies, tu changes. Tu vois ? Et donc, on est sur des itérations relativement courtes qui nous permettent de corriger. Ok ? Et donc, assez vite, on se dit, on a mis en place quelque chose, que ce soit d'un point de vue stratégie, on accompagne nos clients sur des stratégies, sur des outils, sur des solutions, sur du managed services. Et donc, du coup, quel que soit le mode d'intervention, on est sur des itérations et régulièrement, on se pose, on se dit, bon là, est-ce qu'on a atteint nos objectifs ? Parce qu'on se fixe systématiquement des objectifs. On n'y est pas. Pourquoi est-ce qu'on n'y est pas ? Qu'est-ce qu'on corrige sur la prochaine itération ? Et on le fait que ce soit en dev, en accompagnement, en assistance. Si tu pouvais te débarrasser d'une tâche aujourd'hui, ce serait laquelle ? C'est une bonne question. Peut-être que tu aimes tout, c'est super, ça veut dire. Non, j'aime pas tout. Beaucoup me citent l'administratif. Alors, c'est vrai, mais... Mais tu aimes bien les papiers. Non, je suis un peu contrôle fric. J'ai besoin de m'assurer que c'est carré. Ok. Tu vois ? Et donc, c'est une partie que je devrais lâcher, que j'essaye de lâcher, mais qui est quand même... j'ai besoin de m'assurer que tout est... Micromanagement ? Alors ça, c'est le deuxième point. Si tu me dis, c'est le management. C'est lié, ok. Ok. C'est un exercice sur lequel j'apprends tous les jours. J'ai de la chance d'être accompagnée par des équipes qui m'accompagnent dans cet exercice-là. Que tu manages toi et que... Ouais. En fait, manager les gens, c'est plus coordonner les gens. Tu vois ? Et pour moi, on est sur du 360. Je leur explique des choses, voilà, et ils m'en expliquent d'autres. Et j'ai de la chance d'être accompagnée par des collaborateurs qui peuvent me faire le retour miroir. Et justement, les collaborateurs, quel est pour toi le collaborateur idéal ? L'engagé. C'est-à-dire celui qui te... C'est celui qui, d'un point de vue savoir-être, a envie, tu vois. C'est celui qui sait apprendre. Parce qu'on est dans un milieu qui est en perpétuel renouvellement, croissance. Qui sait se remettre en question. Qui sait se remettre en question, qui sait apprendre, qui sait prendre la critique. Voilà. L'engagement, pour moi, résume tout ça. C'est-à-dire que quand tu as envie de bien faire les choses, tu écoutes, tu corriges, comme nous, on fait sur nos projets, tu vois, où on écoute, on analyse, on corrige. Ça, c'est le type de personne avec qui tu aimes travailler. Oui. Et les personnes avec qui tu n'aimerais pas travailler, ou est-ce qu'il y a une personne avec qui tu n'aimerais plus jamais collaborer ? Des gens avec qui... Enfin, c'est le manque d'engagement, tu vois. Donc ça, c'est les gens avec qui je n'aurais... Mais c'est difficile à voir quand tu démarres une collaboration, tu vois, parce que quand tu démarres une collaboration, les gens te disent, si tu le prends, c'est que oui. Voilà, c'est oui, et puis finalement c'est dans l'expérience. Donc forcément des gens qui sont pas engagés et des gens qui portent un masque. Moi, j'ai besoin d'authenticité. J'ai besoin de gens qui te disent les choses, tu vois. Moi, j'ai besoin de transparence dans une collaboration. Quitte à te blesser ? À dire des choses négatives ? Est-ce que tu arrives à non, accepter toi-même ? Je suis plutôt à l'aise avec qui je suis aujourd'hui. Et donc, je pense qu'on peut me dire les choses. Je peux ne pas être d'accord. Je connais mes défauts.
Je les travaille. Et c'est quoi tes défauts alors? Mes défauts. T'as encore la carte joker, hein, tu peux, mais... Non, Ouais. tu sais, l'honnêteté, l'authenticité fait partie de mes valeurs. Ouais. Donc, mes défauts font partie de qui je suis. Ça fait partie des choses que j'apprends, que Je pense que mes défauts sont souvent dans ma com qui est assez directe. Parce que c'est un défaut. En tout cas, c'est souvent... Mal perçu, tu vas trop... Ouais, T'es trop franche, mais c'est... Ouais, un peu trop direct. Ouais. Il faudrait que je mette plus de forme dans ma communication. Ok. Et je le sais. Et parfois, tu sais, tu es dans le feu de l'action, tu fais Avec tes tes raccourcis. collaborateurs ou en général? Euh, Parce que de l'extérieur, j'étais jamais vraiment... ça va. Ouais, mais parce En tout qu'on cas, est... c'est que t'avais rien à me reprocher, mais... Non, c'est parce qu'on est dans des périodes... Enfin, quand j'ai le temps, Oui. là, on est dans un moment d'échange qui est dédié, tu vois, mes collaborateurs aussi. Quand je suis dans un moment d'échange qui est dédié, on prend le temps et on réfléchit et on est à l'écoute. Quand on est dans le feu de l'action, tu sais que tu es dans le run, tu es dans le rush. Voilà, parfois tu dis, t'as pensé à... Tu vois, et effectivement... T'as déjà eu des gens qui ont démissionné parce que ça s'est mal passé sur un coup de tête comme ça, sur un... Non, je pense pas. Non. T'as déjà engagé des gens que t'as regretté? T'as regretté d'engager certaines personnes? Regretter d'engager... Ou des erreurs de choix? Ouais, des erreurs de casting, mais... Oui. Regretter, c'est pas le bon terme, parce que c'est... Voilà, au moment où tu le fais, tu dis... tu le fais en pleine conscience, et voilà, et c'est une expérience, et les erreurs font partie de l'apprentissage. Quelle est pour toi la partie invisible de UFO Carré que les gens ne savent pas? Je pense que... Bon, on pourrait se poser la question, déjà, si UFO Carré est visible, déjà en soi. Ce que les gens ne voient pas, c'est une bonne question. Ou ce que les gens devraient voir. Devraient voir, exactement. Voilà. Ce que les gens devraient voir, c'est l'équipe engagée, authentique et créative. Tiens, je viens de ressortir, Laurent va être content, je viens de ressortir nos valeurs. C'est qui la compose. Vos valeurs, c'est quoi? Authenticité, engagement, créativité. Okay. Et honnêtement, l'équipe la porte super bien. Parce qu'ils s'engagent dans trouver des solutions, ils sont hyper créatifs pour apporter la meilleure solution à une situation. Et l'authenticité, parce que souvent, on dit ce qu'on pense. Ça peut porter préjudice des fois. Écoute, alors avec nos clients, ça ne nous est jamais arrivé. Honnêtement, alors parfois il y a des frictions, parfois, voilà. Mais je pense j'ai pas, comme tu dis en communication, t'as jamais forcément le retour direct. Je pense qu'ils apprécient parce que du coup ils refont appel à nous. Et quand ils prennent une décision, elle est éclairée. C'est-à-dire que assez facilement, je vais dire à mon client, je suis pas d'accord avec toi. Si tu pars là-dedans, voilà les risques, voilà, tu vas avoir ça, mais potentiellement, voilà ce qui peut se passer aussi. Tu vois, on fait une analyse de risque et après, le client prend sa décision, quoi. Mais non, on n'a jamais eu de mauvais retours. Peut-être qu'il y en a, mais... Est-ce que tu as déjà fait une bêtise professionnelle dans ta vie? Mis à part l'histoire de ton stage... où tu avais déréglé la machine? Une bêtise professionnelle. Écoute, honnêtement, j'ai pas le souvenir d'avoir fait une erreur grave qui m'ait marquée. Parce que aussi, je mets beaucoup d'investissement pour ne pas faire d'erreur. Okay. Et on met toujours aussi des garde-fous.
tu vois, ou ce que je te disais tout à l'heure, des indicateurs, ou voilà, des jalons qui te permettent de t'assurer que tout est OK, quoi. Et pour le coup, IFO-Carré, en fait, c'est un peu à ton image où tu te dis, mais je suis très analytique, je fais attention d'une manière ou d'une autre à ce que je fais. Effectivement, je prends des risques, mais ils sont mesurés, etc. Est-ce que c'est ta personnalité qui déteint sur IFO-Carré ou est-ce que c'est les trois aussi? Vous êtes trois. On est 4 aujourd'hui. Vous êtes 4 associés aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on est 4. T'es la seule femme dans l'organisation? Dans les 4? Non, dans les 4. Oui, dans les 4, oui. Mais tu vois, c'est un oui, style logique. Est-ce que tu penses pas qu'il n'y a pas assez de femmes, justement, si on peut aller dans ce créneau-là? La fameuse question. Écoute, sincèrement, c'est une question que je me suis jamais posée. Oui. Alors, je l'entends, tu vois, je la comprends, mais dans mon parcours professionnel, c'est ce que je te disais sur les interprétations tout à l'heure, je te disais sur je parle bien français, le fait d'être une femme, bon, c'est là, dans un coin de ma tête, mais ça n'a jamais fait partie de mon histoire en tant que telle. C'est-à-dire que je me suis jamais dit, en tant que femme, il faut que je me positionne, en tant que femme, tu vois. Et tu trouves qu'il y a cette femme dans la tech ou pour toi, c'est naturel, tu vois, par exemple, quand on fait des événements... Appelle-moi. Non, mais on a fait sur les CIO, notamment. Il y a très, très peu de femmes CIO. Par exemple, tes clients, Ouais. dans le business, c'est différent. Mais tu as des clients de femmes. Ouais, j'en ai. Mais je suis d'accord avec toi, il y a peu de femmes. Mais moi, de tout mon parcours professionnel, de toute façon, j'ai fait des études scientifiques, j'étais dans un lycée technique, donc, tu vois, c'est pas une question que je me suis posée. Maintenant, avec le recul, j'ai croisé des femmes qui, pour ce secteur-là ou pour d'autres, ont fait surtout des choix d'investissement personnel différents. Et c'est quelque chose que je respecte aussi, tu vois. Justement, tu as dit que tu as des clientes femmes aussi. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'elles sont différentes des hommes ou pas dans leur façon de manager ou dans leur façon de voir les projets? Je sais pas, hein, c'est sûrement que non, mais peut-être. Je réfléchis, mais tu vois, pareil, c'est une question que je me suis jamais vraiment posée. Certaines, non, elles ont toutes, elles ont leur tempérament. Mais forcément, je veux dire, quand tu arrives à un poste avec ce type de responsabilité, tu as forcément un tempérament. Je veux dire, on a rarement vu des femmes, tu vois, qui avaient une certaine fragilité ou une certaine sensibilité. Bon, en tout cas, elles se mettent de côté. Il faut se battre, en fait. Mais je pense que c'est vrai pour les hommes aussi, non? Pour les hommes aussi, je pense pas. Je pense aussi. Oui, je pense que c'est une question de tempérament aussi, d'envie, hein, voilà. Si tu devais répondre franchement à une question, qu'est-ce que tu détestes dans la communauté tech ici au Luxembourg? J'ai le droit de le dire ou je sors mon joker? Ah, tu as le droit de le dire. C'est... Je pense que j'ai une petite idée, Vas-y. mais vas-y. Non, vas-y. Je vais pas le dire moi, mais... C'est le buzz. Tu vois? C'est à celui qui va faire le plus de bruit sur la question. Alors, bon, tu vois... Ah, je te connais. Tu vas dire que pour toi, ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui en font le moins des fois. Je dirais pas ça, mais je dis peut-être que parfois on se base un peu trop sur les commentaires et peut-être pas assez sur l'exécution. Tu vois? Mais est-ce que tu penses pas que des fois, pour pousser certaines choses, il faut justement créer ce buzz et créer cette envie d'aller vers cela ou... Ouais, mais toi qui es dans la com, est-ce que tu trouves pas que parfois on est dans du déjà vu, du trop dit, du copier-coller, tu vois? Moi, je suis hyper biaisé parce que c'est ce que je fais tous les jours. Donc forcément, pour moi, tout ce que je vais vivre, tout ce que je vais voir, et des fois, tu te sens un peu blasé ou ça fait un peu le mec... j'ai vu tellement de choses, effectivement, et on parle tous les jours avec plein de gens, que effectivement, il y a toujours des similitudes, énormément, mais tu apprends quand même toujours une petite brique et une petite manière. Ah non, mais quand tu apprends quelque chose, c'est différent. Moi, quand tu me dis sur le monde de la tech, c'est quand on est un peu trop dans... Le m'as-tu vu ? Ouais, exactement.
Je Tu savais vois que c'était ça. Mais il y a des gens qui ont des choses à dire, et il y a des sujets, il y a des thématiques qui sont intéressantes, tu vois, il y a des points de vue qui sont intéressants. Mais voilà, c'est peut-être une manière de communiquer ou une tournure. D'ailleurs, pour te convaincre de le faire, j'ai dû insister de faire ce Kamel sans filtre parce que tu voulais pas. Tu veux pas trop te montrer, etc. Pourquoi ? C'est parce que... c'est ta personnalité. Et justement, les femmes, souvent, c'est ça. Quand tu demandes à une femme d'intervenir, elle réfléchit beaucoup plus. Alors moi, c'est ce que peut-être que je me trompe, mais c'est souvent très compliqué. Elles se disent, mais non, est-ce que je suis légitime pour le faire, etc. Ah, tu vois, ma question, c'est pas la légitimité. Oui. Je suis très à l'aise avec ma légitimité. Oui. Non, c'est que je préférais être reconnue pour ce qu'on fait et pas pour ce que j'ai pu dire. Oui. Dans un sens ou dans l'autre, tu vois. Mais si tu dis ce que tu fais, oui, mais est-ce que tu fais ce que tu dis ? Ah, tu vois. Mais ça, c'est une discussion que j'ai souvent avec l'équipe. Si je te dis, je suis belle, tu vois ? Non, je peux te dire, je pense que je suis belle. Te dire ce que je fais, je préférais que mes clients le voient, que mes prospects nous laissent la chance de leur montrer, que te dire, on est trop bon, on est trop fort. Bon, ok. Tu vas me croire sur parole ? Oui, mais après, s'il y a les faits qui prouvent cela. Alors, s'il y a les faits, il y a les faits. Et la plupart des gens, ils essayent d'exposer cela en fonction des faits. Après que les faits soient véridiques ou pas, c'est une autre chose. Est-ce que c'est gonfler les choses, etc. Mais je comprends, voilà. Ton point de vue. Qu'est-ce que tu aimes dans la communauté ? Ça, c'est ce que tu n'aimais pas. Mais qu'est-ce que tu apprécies en fait dans cette communauté ? Même si je sais que t'es pas très networking, tu vas pas trop, t'aimes pas trop ce genre de choses. Je suis pas très engagée. Ce que j'aime dans cette communauté, mais comme dans toutes les communautés, c'est d'œuvrer pour une idée commune, c'est d'œuvrer ensemble, tu vois, pour le développement d'un secteur d'activité. C'est les milliers de gens intéressants que tu peux y rencontrer. C'est les expériences vécues et partagées de ses membres. Justement, cet écosystème donc, luxembourgeois, maintenant, ça fait combien d'années que tu es là ? 8. 8 ans. Est-ce que tu verrais partir ou rester partir de Luxembourg ou pas ? Maintenant que tu y es. Moi, j'adore le Luxembourg. J'adore à titre perso et pro. Vraiment, je m'y sens bien. On n'est pas dans une cage dorée un peu ? T'as pas l'impression ? Ah non. Ouais. Alors, parce que nous, on ne travaille pas que avec le Luxembourg. Okay. Nous, on travaille avec l'international. On a des clients à Madrid, à Londres, aux US, en France. Voilà. Donc, nous, on travaille depuis le Luxembourg avec le monde entier. Ça, c'est l'avantage énorme de notre secteur d'activité, tu vois. Il y a peu de secteurs d'activité qui peuvent prétendre à la même chose. Et ça, c'est... Et ça te permet de voir des différences entre les pays ? Entre les pays, entre les cultures, entre les régions, entre les secteurs d'activité. Et tu préfères le Luxembourg ? J'aime le Luxembourg pour ce qu'il est et ce qu'il apporte, mais préférer, c'est comme... Tu vois, j'aime mes clients, j'aime mes projets, j'aime ce qu'on fait, quoi. Quelle que soit la localisation où on le fait. Mais la différence que tu vois dans les pays... Parce que tu y vis maintenant, donc tu dis personnellement tu aimes y vivre. Est-ce que tu devrais repartir à Paris, par exemple ? Non, absolument pas. Non. Quand on est là, on a envie de rester. Hein. Ouais, j'aime la taille, j'aime mais la vie, enfin le Luxembourg, j'aime aussi le savoir, le fait cosmopolite vivre. Aussi, tu vois. Tu puisses rencontrer des gens du monde entier. Moi, j'aime cette ouverture. En fait, le Luxembourg est un petit pays, mais qui est ouvert sur le monde, et ça, c'est vraiment une de ses forces, quoi. Si tout devait s'écrouler demain dans ta société, tu ferais quoi ? Je ferais... Est-ce que tu ferais autre chose ? Ou est-ce que tu recommencerais la même chose ? Écoute, je suivrais... l'opportunité à ce moment-là, je pense.
Ma carrière a été faite d'opportunités. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Je crois que j'analyserai à ce moment-là celle qui viendrait. Maintenant, encore une fois, je te dis, on gère UFO voilà, avec une gestion de risque. Ce ne sera pas une surprise. Donc on aura le temps de... Si tu devrais supprimer une mauvaise pratique dans la tech ou dans le conseil, ce serait laquelle? Quelque chose que tu juges, quelque chose où tu juges que c'est pas très bon pour le métier de conseil, quelque chose dans la vie de tous les jours, tu tiens ça, c'est vrai que c'est pas très cool, la manière dont ça se profile, etc. Quelque chose que tu aimerais changer ou supprimer? Supprimer rien. Je recommanderais plutôt. Oui. Mais pareil, tu vois, ça va faire une phrase un peu... C'est pas grave. Un peu banale. Je recommanderais de ne pas oublier que la tech est au service des métiers. Qu'on est au service de business, de professionnels et qu'on est au service des gens. Donc on ne met pas en place une solution parce qu'elle est innovante, on met en place une solution parce qu'elle répond à un besoin, à une équipe, à une organisation et à des gens et à leur maturité. Mais justement, la technologie aujourd'hui, elle est partout. Oui. C'est vraiment... y a même, tu vois, on parle d'IA, ChatGPT, même dans le quotidien chez les gens, oui. Les réseaux sociaux, etc. Comment toi, tu vois cette évolution? C'est comme tout, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Tu vois, c'est comme une arme. Ça dépend comment tu t'en sers, quoi. Tu vois. J'ai eu la conversation, c'est marrant, avec une amie, une maman, voilà, des amies de ma fille, qui me dit, toi, vis-à-vis de ta fille, l'IA, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que c'est un frein? Est-ce que tu l'encourages? Est-ce que tu la freines? Et je lui dis, moi, c'est un outil comme un autre. Il faut qu'elle apprenne à s'en servir, tu vois. Et je lui dis, moi, ma fille, ce que je l'encourage à faire, c'est pas à faire son devoir par l'IA, mais c'est à se faire des exercices par l'IA. C'est-à-dire que sur sa thématique, de lui demander soit des quiz, soit un questionnaire pour qu'elle puisse apprendre avec cet outil-là. Donc, c'est un outil comme un autre qu'il faut savoir intégrer à notre quotidien dans une juste mesure et avec un objectif d'apprentissage, pas un objectif de remplacement. Tu es plutôt optimiste sur l'avenir IA ou plutôt pessimiste? Tu dis, forcément, tu ne diras pas je suis pessimiste, mais en tout cas, est-ce que tu as des craintes à ce niveau-là? Alors, moi, j'ai des craintes vis-à-vis de l'humanité, en règle générale. Encore une fois, ce que je te dis, l'IA, c'est un outil. Donc, c'est plutôt qu'est-ce que les hommes vont en faire. Les hommes avec un grand H. Et tu penses qu'ils vont en faire quoi? J'ose espérer que il y aura toujours des raisonnables. Raisonnables. Espace raisonnable. Voilà, qui vont... Pour le bien, utiliser l'IA pour le bien. Qui vont utiliser l'IA à bon escient. Exactement. La médecine, tu vois, ça peut être un vrai plus dans le secteur de la santé, ça peut être un vrai plus aussi dans des métiers rébarbatifs. C'est une vraie force, une vraie source de données, voilà, pour apprendre. Il y a des sociétés... qui ont viré des gens ou qui ne veulent plus voir certaines personnes parce que l'IA va les remplacer ou en tout cas vont créer des agents IA ou des consultants IA, pour pas citer un grand Big Four qui a fait cette annonce il n'y a pas longtemps. Toi, tu vois ça comment? Est-ce que tu verrais une IA qui répond à ta place à un appel d'offres, en tout cas qui ferait... Je pense que notre valeur ajoutée en tant qu'humain, elle est ailleurs. D'accord? Et que c'est ça qu'il va nous falloir développer dans les années qui viennent. On a toujours automatisé. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité, tu vois.
Voilà, Et on a toujours eu peur de ce qui arrivait. Exactement. Et à l'ère de l'industrie, on avait, que les humains allaient être remplacés dans les usines. Ce qui a été fait, les humains ont trouvé d'autres fonctions. Donc, l'automatisation, le remplacement de tâches répétitives. Voilà. On peut se poser la question qu'aujourd'hui, l'IA est bluffante dans sa capacité à imiter l'humain. Mon expert dirait c'est un angle de vue. D'accord ? Ça reste une machine. Donc cette machine n'a pas de conscience, cette machine n'a pas de volonté propre, cette machine n'a pas de créativité au sens humain du terme. Elle va interpréter, reproduire, elle va créer des choses, mais voilà. Donc, à nous de développer ce que l'humain a d'essentiel et a d'unique. Très bien. Je pense qu'on a bientôt fini sur l'interview. On va finir par 2 questions. La première, que dirait ton entourage de toi si tu n'étais pas dans cette pièce ? Qu'est-ce que tu penses qu'il dirait de toi ? Il dirait que je suis directe et exigeante. Et des choses positives, il dirait quoi ? Juste, je pense. Très bien, ça c'est... Je pense, mais parce qu'on me l'a dit. On t'a dit que c'était juste ? On m'a dit que j'étais directe et exigeante. Et que mon exigence, parfois, n'était pas forcément... Voilà. Mais on m'a dit que j'étais juste. Que ton exigence n'était pas forcément juste ? Que mon exigence était peut-être parfois un peu élevée. Et c'est dû à quoi ? Je travaille encore sur la question. Éducation, l'histoire. L'apprentissage, tu vois, vouloir bien faire. Pourtant, à t'écouter, il t'est jamais rien arrivé généralement, des gens comme ça, c'est ceux à qui ils ont arrivé des galères, des trucs... Alors peut-être que ça m'est arrivé, que je les ai digérés depuis, tu vois, et que t'as pas l'impression que ce soit des galères et que c'est devenu, pour toi... un mal pour un bien ? Un mal pour un bien. Ah, très bien, tu as écouté mon interview. Tu vois ? C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Oui. Et que c'est ce que je te dis, tout ce qui nous arrive dans la vie est une source d'apprentissage et de remise en question. Dernière question. Qu'est-ce qui te fait encore vraiment peur aujourd'hui ? Pour toi, pour ton cabinet, pour le futur du numérique, pour la vie en général ? Non, plus largement, la géopolitique. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais il y a toujours eu des périodes comme ça ? C'est vrai. Mais j'ai pas toujours eu cet âge-là dans ces périodes-là. Mais on l'a pas vécu. Notre génération n'a pas vécu. On a des enfants aujourd'hui. On a cette perspective-là. Le sentiment d'avoir peu de prise dessus. Et de se dire, du coup, comment je protège mes enfants et leur avenir. Et quel conseil donnerais-tu à un parent aujourd'hui ou aussi à un professionnel, mais qui a un conseil général à l'homme avec un grand H ? Soyons à l'écoute. Soyons à l'écoute les uns des autres. Et exigeants ? C'est pas ce que je dirais. Ouais. L'exigence, c'est tu vois, un de mes traits. Je dirais soyons à l'écoute les uns des autres. Tu vois, je pense que si j'explique suffisamment bien à mes équipes le pourquoi de mon exigence, ils le comprendront. Et donc, si ils trouvent que je suis trop exigeante, peut-être que c'est que je n'ai pas assez pris le temps d'expliquer le pourquoi de cette exigence-là. Donc, pour moi, si on s'écoute et qu'on essaye de se comprendre, ce qui n'est pas toujours évident, hein, on a tous notre vécu, notre histoire, nos biais, nos blessures, tu vois. Voilà, si on essaye de s'écouter, qu'on essaye de se comprendre, je pense que... Parfait. Et je conseille à tous d'écouter le podcast qu'on vient de faire. Merci beaucoup, Bouchra. Merci, Kamel. Très agréable. Merci à toi. Merci beaucoup.